Le 10e, c'est aussi peut-être un petit Paris résumé, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le quartier des Gares, à la fois République, à la fois des quartiers parmi les plus branchés de la capitale et à la fois des quartiers parmi les plus populaires. Et tout ça sur une surface très petite. Ça, c'est une particularité vraiment. Bonjour Alexandra. Bonjour Claire. Alors, vous êtes maire du 10e arrondissement et je suis ravie que vous m'ayez proposé d'avoir cette discussion pour qu'on fasse un peu plus connaissance et qu'on apprenne à mieux vous connaître et qu'on puisse aussi en faire profiter tout le monde grâce à ce podcast. Alors moi, je suis une habitante du 10e, j'habite rue Civial près du métro Belleville, donc vous êtes ma maire, M-A-I-R-E, et vous êtes aussi candidate à votre réélection dans cette mairie du 10e arrondissement sous les couleurs de Paris en commun avec Anne Hidalgo pour les élections municipales qui arrivent en mars 2020. Alors ma première question, elle est assez simple. Souvent les Parisiens connaissent la maire de Paris et moins leur maire d'arrondissement. Ma question c'est donc qui êtes-vous, Alexandra? Où avez-vous grandi? Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'ici? Alors j'ai grandi dans plusieurs endroits différents, à la campagne, en ville aussi, plusieurs villes moyennes, en suivant mes parents et notamment mon père qui était assez nomade, un fonctionnaire qui a changé de poste de très nombreuses fois. Et je ne suis devenue parisienne qu'à 25 ans, en m'y installant toute jeune femme, après mes parents d'ailleurs, parce que j'étais restée quelques années à Poitiers alors qu'en était déjà partie. J'y suis arrivée avec mon ex-compagnon et ma fille, qui était petite fille, et je me suis installée dans le 10e. Cette installation dans le 10e, c'était un peu le hasard. Mais en m'installant dans le 10e, je me suis dit pour la première fois, ça y est, j'ai trouvé un endroit où j'allais pouvoir vivre. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous êtes arrivée à Paris? Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Je suis venue souvent à Paris enfant, avec mes parents, avec mes grands-parents, à diverses occasions. Quand je suis arrivée dans le 10e, d'ailleurs, ce n'était pas le Paris que j'avais vu quand je suis venue en visite comme touriste. C'était plutôt, ce qui m'a séduit, c'était de trouver dans un endroit si petit, une telle grande partie du monde à découvrir. Le 10e, pour moi, c'était comme une immense boîte de chocolat, un endroit épatant où toutes les cultures se mélangeaient, il y avait du monde partout, rien ne se ressemblait. Un endroit où on pouvait à la fois connaître des gens et être anonyme, un endroit où on pouvait vivre sa vie de manière totalement libre. Ça m'a fait cette impression-là en arrivant. Et alors vous n'avez pas toujours été maire, vous avez eu un métier avant? Alors non seulement je n'ai pas toujours été maire, mais je ne suis maire que depuis 2 ans. Par contre, j'ai presque toujours été militante. Depuis presque petite fille, je me rappelle dans la cour d'essayer d'organiser des tas de trucs avec mes copines et mes copains. J'avais un tempérament comme ça à me mêler des affaires des autres. Par contre, en effet, j'ai fait des études et puis j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans le privé. J'étais cadre, ça s'appelait responsable de zone, et donc j'étais responsable commercial pour des clients à l'étranger qui se trouvaient en Europe de l'Est et en Asie. Il y avait aussi le Moyen-Orient à l'époque, c'était un portefeuille assez baroque, d'un métier commercial que je ne connaissais pas vraiment, voire pas du tout, sauf à connaître un peu l'entreprise puisque j'y étais allée plusieurs années de suite. Et j'ai commencé à travailler là. Et puis ensuite, petit à petit, je me suis rapprochée, on va dire, de mon vrai métier. J'ai travaillé dans la relation avec les éditeurs et à l'export. Et donc j'ai fait une carrière assez longue où j'ai vendu des livres français à des libraires, à des universités, à d'autres points de vente à l'étranger. Et ça m'a permis de voyager. Ça m'a aussi fait fréquenter ce monde de l'édition que j'adore. J'étais une très 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 grosse lectrice, ça tombait bien. Et je me suis retrouvée dans mon élément avec un métier très sérieux de cadre d'entreprise et puis de cadre de direction. Et du coup, c'est quoi le livre que vous avez aidé à exporter, dont vous êtes le plus fier? C'est presque impossible à dire tant il y en a eu de différents. J'ai vendu énormément de grands livres d'art, de livres sur
grandes expos, des grandes rétrospectives. Si peut-être j'ai un souvenir d'un éditeur, un petit éditeur breton qui avait fait un très joli livre sur la Bretagne. Il y avait dans la couverture du sable breton et ça avait fait un engouement invraisemblable. Dans la couverture Dans la couverture, où il y avait une sorte de petit et c'est un objet qui s'est vendu à des milliers d'exemplaires au Japon. Vous voyez comment on ne peut pas toujours tout prévoir. Et quand vous dites que vous êtes une grande lectrice, vous lisez quoi? J'étais une assez grande lectrice petite fille et donc j'ai entrepris la bibliothèque de mes parents qui était classée dans l'ordre alphabétique. J'ai lu des tas de trucs plusieurs fois forcément parce que j'ai commencé un peu jeune, donc il y en a que j'ai relus après, très jeune. Et puis après j'ai lu 3-4 livres par semaine pendant des années et des années. Et puis je me suis mise à faire beaucoup de politique. À un moment donné, j'ai lu beaucoup de journaux, beaucoup de rapports, et j'ai lu moins de livres. Et maintenant, je reste une lectrice passionnée, mais beaucoup plus pendant les vacances. C'est d'ailleurs, quand je partage avec mes collègues mères, mes collègues élus, c'est souvent ce qu'on constate ensemble, c'est que la lecture plaisir, c'est maintenant beaucoup une lecture de vacances, parce que quand on est élu, on lit toute la journée en fait. Alors de quoi vous êtes le plus fière dans votre parcours? Je crois que je suis fière du parcours, peut-être. Un peu. Je suis un peu fière du parcours. Je suis fière d'avoir comme ça construit pendant longtemps un rapport à la politique qui était indépendant, c'est-à-dire gagner ma vie en même temps. Je suis fière aussi de la transition. C'était un risque personnel très important d'arrêter un métier de cadre. Et sinon, je ne sais pas si j'en suis fière, mais je suis contente d'avoir choisi de faire ce que j'aimais faire. C'est un privilège quand on y arrive, mais je suis contente d'avoir sauté le pas d'une certaine manière, d'avoir osé. Est-ce que j'en suis fière? En tout cas, j'en suis contente. Je suis contente d'avoir réussi à remplir ma vie de choses qui me rendent heureuse. Une chose assez simple en fait, mais qui est un privilège. D'être alignée, quoi. Ouais. Oui, d'avoir vraiment osé faire les choses dont j'avais envie. Ça me rend contente. Et est-ce que par hasard, le fait d'avoir été une femme, ça a été un obstacle à un moment dans votre carrière, et notamment en politique ou pas? En tout cas, ça m'a obligée à beaucoup d'étapes, mais pas seulement en politique, y compris professionnellement, à m'armer d'un certain nombre d'outils, m'armer de patience déjà. Par exemple, mon parcours politique est un parcours lent, de progression lente. Ça, je ne le regrette pas du tout, parce que par contre, j'ai appris beaucoup au fur et à mesure du temps, et quand j'ai pris des responsabilités, j'étais parfaitement prête à le faire. Mais oui, j'ai été confrontée à la résistance ou même à la misogynie. J'ai été confrontée très jeune dans mes études. Encore une fois, j'ai eu de la chance, j'ai été très bien élevée pour lutter contre ça. Ma mère, mais beaucoup mon père aussi, nous ont convaincus, ma sœur et moi, que c'était vraiment l'idéal d'être une femme, ou d'être une fille et d'être une femme. Et en étant tellement convaincue, je n'ai jamais vraiment cru ceux qui voulaient me faire croire le contraire ou qui disaient le contraire. Donc, en réalité, oui, j'ai combattu un certain nombre de résistances et de misogynie, mais je l'ai plutôt fait tranquillement et en les trouvant ridicules, tous ceux qui disaient que c'était un obstacle ou que c'était une faiblesse. Alors pour finir de compléter un peu ce portrait, on a demandé à Frédérique Magal, qui est la directrice du Point éphémère, un lieu incontournable de la vie nocturne dans le 10e, de jouer au jeu du portrait chinois. Donc on va l'écouter, on va écouter cette petite capsule où elle nous raconte qui vous êtes. Qu'est-ce que ce serait comme type de soirée, Alexandra? Bah, ça serait un jour de l'an. Si c'était une musique, ce serait de la musique africaine. Et si c'était un cocktail? Sans alcool. Tristement sans alcool. Alors,
Un jour de l'an, de la musique africaine et un cocktail sans alcool. Vous êtes tout ça à la fois? Le cocktail sans alcool, c'est vrai que je suis très sobre. Et je suis très sobre, peut-être d'ailleurs plus par obligation, c'est assez incompatible avec la vie engagée et puis aussi peut-être le rythme de vie que j'ai aujourd'hui. En fait, en réalité, ma vie est très incompatible avec la vie nocturne. Et Frédéric Magal, c'est une des rares personnes de mon entourage avec qui j'ai vécu et je vis de temps en temps un peu de vie nocturne. Certainement... j'ai aussi, parce qu'attachée au 10e, parce qu'envie de le faire ici, fait plusieurs jours de l'an au Point éphémère. C'était un endroit, c'est mes dernières nuits blanches, je crois, le Point éphémère. Ça date un peu maintenant, quelques années, mais... Et surtout, je crois savoir que les jours de l'an, c'est un peu particulier pour vous, parce que c'est votre anniversaire. Vous êtes oui. né le 1er janvier, c'est ça? J'ai une relation un petit peu particulière avec le passage d'une année à l'autre. Et comme tout le monde, il y a eu des moments plus faciles et plus difficiles, des passages un peu plus compliqués. Et quand c'est un petit peu plus compliqué, il faut s'entourer de gens qu'on aime bien. Alors, on va maintenant parler du 10e arrondissement, notre arrondissement. Donc, c'est un arrondissement qui compte 92 000 habitants, donc soit l'équivalent d'une ville comme Avignon, c'est quand même énorme. Il accueille 2 gares, ça c'est une de ses particularités. Il est particulièrement bien desservi en transport. Il est aussi particulièrement bien en train de se gentrifier. C'est un arrondissement dense et minéral. Il n'y a pas énormément d'espace vert. Mais une fois qu'on a fait ce portrait robot là, du 10e, j'aimerais savoir ce que vous ressentez du 10e que vous connaissez quand vous vous baladez dans les rues, quand vous allez à la rencontre des habitants. Qu'est-ce que vous sentez? La première chose que j'ai envie de dire, c'est celle que... c'est justement le constat que j'ai fait en arrivant, au moment de sa découverte, et qui est encore vrai aujourd'hui. Le 10e, c'est une terre d'accueil. Le 10e, c'est un endroit où les gens arrivent. Ils arrivent à Paris, ou alors ils arrivent en France, ou ils arrivent de province, ou ils arrivent pour bosser. La gare du Nord, c'est 750 000 voyageurs jour qui arrivent à Paris. Mais c'est aussi des tas de quartiers qui ont accueilli des personnes qui venaient du monde entier depuis des dizaines d'années et qui sont installées à un endroit précisément ici. Il y a de la migration ancienne, de la migration européenne très très importante, notamment avec les gares du Nord et de l'Est, bien sûr. Aussi de la migration très grande de Juifs d'Europe de l'Est qui sont venus en fuyant les pogroms. Il y a aussi beaucoup d'Africains du Nord qui sont arrivés plutôt du côté Belleville, beaucoup d'Africains subsahariens qui aujourd'hui même encore aujourd'hui arrivent autour du quartier Château d'Eau, beaucoup d'Indiens, d'habitants du sous-continent indien aussi qui sont arrivés vers La Chapelle et beaucoup de Chinois qui sont arrivés vers Belleville. Et des migrations même plus douloureuses. Après la fermeture de Sangatte, des centaines, je crois des milliers d'Afghans sont arrivés précisément au Jardin Villemain ou au bord du canal Saint-Martin comme premier lieu d'arrivée. Donc cette culture de lieu d'accueil, cette société du 10e qui s'est construite, j'ai oublié les Kurdes. Il y a énormément de Kurdes qui sont arrivés autour du Faubourg Saint-Denis. On appelle la rue du Faubourg Saint-Denis la petite Istanbul, mais en fait c'est peut-être plus le petit Kurdistan. Et de toutes ces migrations sont restés, se sont installés une partie de ces migrants, d'autres se sont installés ailleurs ou sont repartis. Mais ça crée une sorte de petit monde. Qui naturellement s'est aussi gentrifié, mais qui a pendant très longtemps été un quartier très populaire et très mélangé, beaucoup plus que dans d'autres endroits à Paris. C'est certainement ce qui m'a séduite quand je me suis installée là. Probablement que dans ma personnalité, il y a un goût fort de l'altérité, mais aussi cette capacité de micro-société en harmonie qui trouve ses marques et qui s'installe. Ça reste vrai aujourd'hui. Alors une partie des gens qui arrivent dans le 10e n'y habitent pas forcément, mais ils font commerce par exemple. Il y a beaucoup de commerces
qui sont des commerces tenus par des personnes qui sont arrivées depuis peu en France. On a aussi, et c'est une autre façon d'accueillir, à laquelle d'ailleurs je tiens beaucoup de monde dans les centres d'hébergement, dans le 10e, et donc des personnes qui viennent du monde entier, objectivement, et qui sont sur des parcours de migration parfois très récentes, et qui vivent là, dont les enfants fréquentent les écoles du 10e, qui sont donc des habitants du 10e. Et ça reste vrai aujourd'hui. En fait, c'est une de nos richesses, bien sûr le mélange, mais aussi l'harmonie, où cette cohabitation qui parfois frotte un peu, pas d'angélisme à aucun moment, mais qui reste une vraie cohabitation, et souvent un des arguments pour les gens de s'installer ici. Et ça, c'est précieux, parce que c'est aussi un goût de la diversité qui fait que même des gens qui achètent très cher leur appartement s'installent ici aujourd'hui. Et donc, plutôt un collectif très sympathique, très ouvert, très solidaire aussi. Donc, une ambiance générale que j'ai toujours aimée. Et alors, c'est quoi vraiment la particularité de cet arrondissement par rapport aux 19 autres ? Peut-être sa densité, peut-être ce dont on parle peu souvent, mais vous l'avez évoqué dans votre question de tout à l'heure, les deux gares, qui sont à la fois... qui amènent beaucoup de monde à Paris et donc qui font que beaucoup de monde passe par le 10e, mais qui sont aussi des emprises très grandes dans le territoire. Et puis aussi ces hôpitaux, qui sont des emprises tout aussi importantes en termes de volume et qui font venir aussi beaucoup de personnes dans le 10e. Donc un territoire vraiment dense, avec une densité qui augmente quand on enlève ces emprises, qui sont des emprises SNCF ou des emprises de la PHP, et qui fait... Donc, après, le 10e, c'est aussi peut-être un petit Paris résumé, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le quartier des Gares, à la fois République, à la fois des quartiers parmi les plus branchés de la capitale, et à la fois des cartes parmi les plus populaires, et tout ça sur une surface très petite. Ça, c'est une particularité vraiment. On est probablement... Ensuite, il y a aussi des particularités qui sont des difficultés. La densité, mais surtout la difficulté d'implantation d'espaces verts, d'espaces de respiration. Notre possibilité, les enjeux d'installation. Vous voyez, on a installé là un nouveau jardin. Où ça, sur un immeuble entre les deux gares. On est vraiment obligé de trouver des astuces pour, ou alors agrandir les parcs que nous avons déjà, parce qu'on n'a pas vraiment de possibilité d'implanter de très très grands espaces verts comme dans d'autres endroits. Il faut penser au toit, donc il faut qu'on fasse preuve peut-être de plus d'ingéniosité que dans d'autres endroits. La transition dans le 10e, il va falloir être très inventif. Il faut être très inventif. Un des gros sujets, du coup, on en parlait un peu tout à l'heure, c'est la gentrification. Le quartier, il a énormément changé là en 5, 10, 15 ans. Et pour ça, je vous propose d'écouter Marie Desplechin, qui est écrivaine et habitante du quartier depuis plus de 25 ans, justement, et qui, elle, du coup, a vraiment vu ce quartier changer, sa rue d'Hauteville à elle évoluer. Et elle nous parle de ce phénomène qui a lieu à Paris, bien sûr, mais pas que. C'est un arrondissement qui est agréable à vivre à cause de la diversité de ses habitants. Et pendant longtemps, je me disais, alors d'accord, il n'y a pas un arbre, il n'y a pas une fleur, mais on sort, il y a toute la nature humaine dehors. C'est quand même dément, parce que dans ce quartier, personne ne peut faire ghetto, parce qu'il y a tellement de sortes de gens. Les Arméniens, les Turcs, les Grecs, les Ashkénazes, quand je dis que les Turcs, les Kurdes, et puis même les gens du passage Brady, les Chinois qui travaillent dans la confection. C'est ce côté bigarré, et il n'y a pas qu'à Paris que ça arrive en fait, c'est quand ça quitte parce qu'on a laissé l'urbanisme juste au mécanisme et ben, quand ça se termine, c'est un deuil en fait, c'est comme ça dans toutes les villes, parce qu'on a l'impression de vivre à un certain moment une expérience vachement précieuse,
et qu'il faut arriver à continuer et que qu'il faut je sais pas, il faut une sensibilité à ça, à se vivre ensemble, à partager cet espace, à partager l'histoire de l'arrondissement aussi. L'enjeu aujourd'hui pour les élus, c'est de travailler à ce que toute cette population du 10e n'en soit pas chassée. Mais c'est un enjeu d'ailleurs parisien, que toute cette population parisienne de nos quartiers populaires, et il faut être très clair, aujourd'hui il faut être vraiment riche pour acheter à Paris. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il reste des choses à louer. Ça veut dire qu'on doit aussi continuer à produire du logement social, c'est-à-dire racheter des immeubles et quand il y a des endroits pour construire du logement social pour que les gens puissent y habiter. Pour que ça continue à rester notre 10e, pour que Paris continue à rester Paris, il faut qu'on reconquiert ces appartements à louer qui permettent que quand on arrive de province, comme je l'ai fait moi ou comme l'ont fait des tas de gens, on trouve quelque chose à louer. Et pour ça, il faut du logement social, mais aussi qu'on gagne notre bataille contre Airbnb et les plateformes de location saisonnière. C'est indispensable. Sinon, bientôt, nous serons mères de personnes et les écoles seront vides. Et les familles n'auront plus du tout accès. Donc, mais ce n'est pas du tout désespérant. Il y a tout à fait la solution. On peut absolument, c'est une bataille qui sans doute sera rude, mais qu'on gagnera, faire reculer ces phénomènes de prédation. Et puis enfin, comme cette augmentation du prix du mètre carré est devenue énorme, j'ai vu dans le 10e, on est sur des augmentations à 2 chiffres en pourcentage. Parfois c'est 12-13 €. C'est de la folie. Il faut donc qu'on mette en œuvre ce projet que nous avions et qui est en train d'être construit, cette foncière qui permettra de déconnecter le prix du foncier du prix du bâti et qui permettra à un certain nombre de familles parisiennes d'acheter dans des conditions différentes un bien pour pouvoir y vivre. Il faut qu'on active l'ensemble de ces leviers. Et alors vous, c'est quoi votre 10e à vous? C'est quoi les coins que vous aimez bien? J'habite dans le quartier des Gares. Et si je me suis installée là, c'est certainement parce que j'aimais la densité quand même et les gens tout autour de moi. Donc ce que je disais du 10e, c'est que c'était justement un arrondissement où en quelques pas, on passait d'un univers à l'autre. Donc je crois que j'aime chacun des coins du 10e. J'en connais toutes les rues maintenant. J'aime l'ambiance de Belleville, très particulière, très populaire, qui ressemble encore beaucoup à l'ambiance qu'on pouvait y vivre il y a 20 ans, par exemple, quand je suis un peu plus de 20 ans maintenant, quand je suis arrivée à Paris. J'aime bien sûr le canal Saint-Martin, qui est une sorte de bijou qui traverse l'arrondissement, un lieu de respiration, un accès à l'eau aussi qui est très précieux. J'aime certainement les alentours de la gare de l'Est, où on a à la fois un jardin d'un côté, à la fois ces visions. J'aime particulièrement, peut-être c'est ça la réponse à votre question, j'aime particulièrement les paysages ferroviaires. Et notamment tous ceux qu'on aperçoit quand on est du côté de la place Yann-Karski, par exemple, la rue Caille, la rue Perdonnet. On a là des paysages qui sont très uniques en ville, avec mon 10e, c'est un peu tous les 10e, d'ailleurs, heureusement pour les habitants du 10e. Alors pour parler maintenant un peu de votre rôle de maire, à votre avis, quelle qualité il faut pour être un bon maire? La première, c'est peut-être d'aimer les gens. Parce que le maire, comme me le disait très justement un habitant du 10e, pas très content il y a quelques jours, la maire, c'est celle qui est à portée de baffe. Et donc, il faut... c'est forcément virtuel, en tout cas. Et il faut aimer rentrer en contact avec des gens très différents de soi, sur des sujets qui sont
pas forcément des sujets qu'on aurait choisis soi-même. Il faut aimer la discussion, bien sûr, mais aussi accepter d'entendre, de recevoir, sans le choisir du tout ce que les gens ont à vous dire. C'est vraiment sans doute la première qualité. Ensuite, il vaut mieux être un peu organisé, parce que c'est quand même une mission qui consiste à faire fonctionner un collectif qui a beaucoup de missions différentes pour le coup. De l'école à la propreté, à la voirie, à la prise en charge sociale. Il faut vraiment avoir le goût des sujets multiples, de changer de sujet tous les quarts d'heure. Il faut aussi être capable de prendre des décisions. Une de mes journées sans décision, ça n'existe pas. C'est 20, 30, peut-être parfois plus petites décisions à prendre dans la journée, micro-décisions, qu'il faut essayer de prendre dans son cadre de valeurs, et ça veut dire aussi n'être spécialiste de rien, mais être compétent sur un grand nombre de sujets. Il faut accepter aussi de rentrer, de travailler dans beaucoup de domaines différents de compétences. Après, oui, de la disponibilité, peut-être c'est ça, la disponibilité et le goût des autres. Voilà. Là-dessus, on va justement écouter Marc-Olivier Barouc, qui est directeur d'études à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, dans laquelle d'ailleurs vous avez donné un enseignement, et qui nous parle du coup de ce rôle de mère. Elle a cette clairvoyance et cette force, je ne vais pas dire la force tranquille, hein, c'est un peu réchauffé, mais je pense qu'elle fait bien son boulot parce qu'elle aime bien ça, elle est à l'aise dans ce boulot. C'est un boulot qui peut être très écrasant, surtout une mairie d'arrondissement. Je pense que c'est sollicité tout le temps. On ne s'en rend pas bien compte à Paris parce qu'on fait 36 000 métiers, il y a 36 000 choses, mais je pense qu'il y a des gens pour qui c'est extrêmement important. Puis elle est belle, la mairie du 10e, la plus belle mairie de Paris. La plus belle mairie de Paris. C'est certain qu'il faut aimer ça. Maire d'arrondissement, c'est très bon pour la modestie. On passe beaucoup de temps à s'occuper de petites choses qui, évidemment, bout à bout, ont de l'importance pour les gens. On a aussi, finalement, un pouvoir sur le bien-être de nos concitoyens qui est assez considérable. C'est-à-dire que si on fait bien notre travail, on peut faire en sorte que la vie de beaucoup de gens à la fois, surtout sur un territoire dense comme le 10e, soit plus agréable. Beaucoup d'événements arrivent dans une collectivité humaine de plus de 90 000 habitants. Chaque jour porte son lot de grands bonheurs et de petits drames, parfois même de grands drames. Le rôle de la mère, c'est aussi d'accompagner les gens dans leur vie, donc dans les moments formidables, comme par exemple l'arrivée d'un enfant. Les mariages, j'en célébrais quelques-uns tout à l'heure, mais aussi d'accompagner quelqu'un dans un deuil ou dans un moment beaucoup plus difficile de sa vie. C'est aussi, d'ailleurs, je dis souvent, je suis la mère de tout le monde, même des gens qui dorment dehors, et même des gens qui meurent dans les rues du 10e. Donc ça veut dire aussi accompagner l'ensemble du collectif dans ce qui peut lui arriver de mieux et de pire. Et être disponible pour ça, être accessible pour ça. Ça ne veut pas dire que c'est moi qui vais border chaque personne ou chaque enfant tous les soirs, mais je me sens responsable du destin, dans mes fonctions, hein, pas au-delà, mais du destin de chacune des personnes qui vit sur le territoire ou qui le traverse ou qui s'y arrête. Ça fait partie du job. Et qu'est-ce qu'on ne soupçonne pas dans le quotidien d'un maire ? Presque personne ne se doute que je passe la moitié de ma journée à signaler des tas d'ordures, une poubelle trop pleine, un pot de lait qui est de travers. Ça, c'est vous qui faites ça ? Pas seulement, heureusement pour moi d'ailleurs, mais je ne fais pas ça toute la journée.
Encore que si, je fais ça toute la journée, mais pas seulement ça. Ce que les gens ne soupçonnent pas, c'est que quand on est sur son territoire, chaque détail le plus insignifiant, celui qu'on n'aurait jamais vu sinon, devient un sujet et que donc on le regarde, une voiture mal garée qui gêne la sortie de l'école, une flaque d'eau dégoûtante, que sais-je. Ça, c'est pour l'extérieur. Et puis, c'est aussi, je passe tout mon temps à marcher avec le nez en l'air, en faisant attention, mais en regardant ce qui se passe un peu partout. Peut-être c'est ça que les gens ne soupçonnent pas, c'est le côté attention particulière qu'on peut avoir à chaque détail. Et aussi, je passe aussi beaucoup de temps dans les écoles ou dans les gymnases ou dans les équipements à vérifier que ça marche. Je passe aussi beaucoup de temps à aller à la rencontre des agents pour vérifier qu'ils vont bien et que du coup ils peuvent faire leur boulot comme il faut. Alors, donc, moi ce que je comprends, c'est qu'être mère, c'est être un peu au four et au moulin. Et là-dessus, j'aimerais bien vous faire écouter le témoignage d'Aurélie Elassac-Marzorati, qui est la directrice générale adjointe de l'association Emmaüs Solidarité, une association de lutte contre l'exclusion, et qui nous a raconté que, alors que la situation des personnes de la rue, notamment des familles qui dorment dehors, est de plus en plus préoccupante, vous avez mis à disposition les murs de la mairie du 10e pour héberger certaines familles. J'ai été appelée par Alexandra Cordebar pour aménager de façon temporaire une partie de la mairie du 10e arrondissement et transformer cette partie en un centre d'hébergement d'urgence, temporaire bien sûr, mais improvisé, mais absolument indispensable pour répondre à toutes ces femmes et ces enfants qui se retrouvaient dans une situation de détresse et qui se retrouvaient à la rue. Et donc, Alexandra nous a proposé d'ouvrir ce lieu de façon temporaire. Nous avons transformé cet espace très rapidement. Alexandra et Cordebar étaient à mes côtés pour aménager ce centre d'hébergement d'urgence. Je peux vous assurer que c'est grâce à son soutien que nous avons monté les lits picots, que nous avons aménagé toute cette pièce qui nous était gracieusement confiée. Et Alexandra Cordebar était là jusqu'à l'accueil des personnes, à l'accueil des enfants, à l'accueil de ces femmes. Elle était là pour les accueillir, pour leur dire bienvenue dans sa mairie d'arrondissement. Et je crois que cette anecdote est tout simplement exemplaire. Donc c'est vraiment mettre les mains dans le cambouis. Oui, c'est un souvenir qui provoque chez moi une émotion qui est d'ailleurs très multiple. Je suis sans doute assez fière d'avoir eu ce moment de révolte. J'étais toute jeune mère et des jeunes gens dormaient sous des tentes et sous la neige au bord du canal. On avait forcé pour ouvrir un gymnase. J'étais allée sur place pour dire à ces jeunes, c'est beaucoup de jeunes Afghans, mais ne vous inquiétez pas, venez dans mon gymnase, vous ne serez pas embêtés par la police, vous ne risquerez rien, etc. Et puis, le constat qu'on fait avec les associations que sont à la rue en plein hiver, il faisait un froid de chien en 2017, des femmes et des enfants qui dormaient dans la gare, qui dormaient... Et donc, j'avais ce lieu qui s'était libéré et on a réussi à convaincre l'État d'ouvrir ce lieu. C'était un moment qui a été fort pour toute mon équipe. C'est vrai, tout le monde a monté les lits picots et aménagé le lieu. C'était un moment de très grande cohésion et puis un moment aussi humainement très fort puisqu'on a accueilli des personnes, des bébés, des enfants, des familles, un moment de rencontre positif parce que leur destin s'est vu à un moment donné bien amélioré par cette ouverture. On a beaucoup poussé les murs ici. Le personnel de ménage a prêté ses douches pour une partie de la journée pour que les personnes puissent y accéder. On s'est organisé avec les gens du 10e pour que les objets de première nécessité soient apportés, les couches, les produits d'hygiène pour les femmes, les jouets pour les enfants, tout ça. Il n'est pas normal qu'à Paris,
compte tenu des besoins que nous avons, qui ne sont pas du tout insurmontables, ces campements soient laissés à la rue pendant si longtemps avant des mises à l'abri pour lesquelles nous sommes obligés de supplier l'État à chaque fois, alors même que nous leur proposons des lieux, que nous leur préparons le terrain pour ces hébergements. D'attendre ainsi plusieurs semaines alors qu'on peut faire autrement, je trouve vraiment que c'est une politique d'un cynisme épouvantable. Alors justement, à propos de ça, quels sont vous les grands chantiers auxquels vous comptez vous attaquer si vous êtes réélu en mars 2020 ? Le grand chantier parisien, celui qui est dans la tête de tous, je crois, aujourd'hui, c'est de faire en sorte que Paris reste habitable. Et pour ça, ce qu'il faut faire dans le 10e, il faut le faire à Paris, travailler sur les îlots de chaleur, faire diminuer la pollution et donc la circulation, et notamment la circulation automobile. Dans le 10e, c'est un gros chantier. C'est un chantier même, je dirais, comment verdir une ville si dense. Quels sont les espaces qu'on va pouvoir récupérer? C'est ça le gros chantier du 10e. Et puis après, il y a aussi un chantier sur la cohésion. Peut-être en reprenant tout ce qu'on s'est dit sur la gentrification, mais aussi sur la paupérisation de certaines populations. Tout le monde y trouve sa place. Ensuite, on a un grand enjeu de bien-être des familles. Une ville, elle est vivante. Enfin, si des familles choisissent de s'y installer, et des enfants peuvent y grandir. Ce sont nos gros chantiers dans le 10e, certainement. Et ça s'incarne par des choses très précises. Ça veut dire continuer à travailler dans les quartiers des gares, qui sont des quartiers rudes. Et c'est pas parce qu'on dit oui, de toute façon, le quartier de la gare, c'est toujours un peu dur, qu'on doit se résigner à laisser ses habitants affronter seuls cette rudesse. Donc il y a beaucoup de choses à faire encore autour des gares. Et le projet de rénovation de la gare du Nord est très... selon qu'on réussira, il le faut absolument à obtenir un projet qui s'intègre dans son quartier et qui respecte le quartier. On arrivera à faire un quartier de gare complètement différent. Alors justement là-dessus, Marie Desplechin aussi a enregistré un petit son pour vous sur ce projet de réaménagement de la gare du Nord. Et le fait qu'elle ait pris position, par exemple, sur la gare du Nord, le papier sur la gare du Nord, la tribune dans le Monde, le fait tout ça, je me dis, Alexandra, c'est quelqu'un à qui je ferais confiance, en fait, pour résister. C'est résister à l'appétit financier des promoteurs qui veulent transformer cette gare en un gigantesque centre commercial qui a une aberration humaine, commerciale, un non-sens environnemental et même une catastrophe environnementale, enfin qui est quelque chose de scandaleux et ça rend dingue. Je dis, ben voilà, moi je suis maire maintenant. Si je dis rien devant ce projet, si je mets aucune résistance, je ne fais pas mon boulot. Ouais, parce que je suis là pour transmettre, comme tous les élus, pour construire, mais aussi pour transmettre. Et si je laisse faire ça, ce que je transmets, c'est un quartier qui n'est plus aménageable. Jamais ça sera un écoquartier, on ne pourra pas le faire. Je le sais, j'ai regardé dans tous ces détails ce projet pharaonique. Et donc, énormément épaulé, et d'ailleurs par Jean-Louis Missica, adjoint d'Anne Hidalgo, on a décidé de s'opposer et de résister. C'est vraiment le mot, Marie a choisi le bon mot, de résister à ce projet. Ce projet est mauvais, tel qu'il est présenté. Il est risqué. Et ce n'est pas un projet sur lequel on peut revenir en arrière dans 5 ans. Ouais. C'est un projet qui nous engage pour sa partie montage financier pour 50 ans et pour sa partie architecturale pour toujours. Et pour sa vision de société, oui, c'est ça, avec des conséquences. Mais si on construit un tel mastodonte, je parle en termes de bâtimentaire, on ne le cassera pas dans 50 ans. Il sera là et il s'imposera à nous. Il sera consommateur d'énergie parce qu'il faudra le climatiser de plus en plus, puisqu'il va faire de plus en plus chaud.
Alors pour toutes les personnes qui nous écoutent, selon vous, pourquoi il est important que le 10e arrondissement reste à gauche en mars 2020 ? Il est important que Paris reste à gauche. Et donc que le 10e arrondissement reste à gauche, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Car il faut un leadership puissant pour y arriver, pour réussir la transition écologique à Paris. Anne Hidalgo, c'est une mère du quotidien, mais c'est aussi une femme puissante qui peut résister, parler de résistance, qui peut résister au lobby, et qui l'a prouvé, en résistant au lobby du diesel, par exemple, en résistant à Bolloré, à un autre moment, à la pression de tous les conservatismes et de tous les lobbies qui veulent soit freiner, pour souvent des raisons financières, soit empêcher la transition. Et il faut cette pugnacité, cette énergie, cette volonté aussi de maintenir la mixité et de l'installer dans les quartiers où il n'y en a pas. Et ça fait une très 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 grosse différence. Est-ce que vous avez un message de fin pour les habitantes et les habitants du 10e, pour conclure ? Peut-être que je suis impatiente de ce moment de campagne qui arrive, parce que finalement, on travaille beaucoup, on fait beaucoup de choses, on a le nez dans le guidon, comme on dit. On s'occupe des choses, mais les moments où on se confronte, où on se rencontre, où on co-construit ce programme et où on prend la force aussi de nos concitoyens, parce qu'il en faut de la force, pour ces transformations très importantes qui sont devant nous et qui sont à accomplir. C'est un moment exaltant, mais aussi surtout où on prend la force, on s'appuie sur ces besoins exprimés par les uns et les autres. Donc je suis impatiente de ce moment de rencontre que nous allons avoir. Merci beaucoup, Alexandra, de nous avoir accordé cet entretien, de nous avoir permis de mieux comprendre qui vous étiez et votre vision pour le 10e arrondissement de Paris. Merci Claire. Au revoir. Merci de nous avoir suivis. Découvrez d'autres épisodes sur notre chaîne de podcast Paris en commun, sur votre application préférée. Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast, Podcast Addict, Magellan et YouTube. À bientôt!